Marie Lima n'était pas qu'une anonyme parmi les milliers d'habitants de Rio de Janeiro. Ah non, vraiment pas. À 38 ans, avec un sourire qui défiait la routine et des yeux qui gardaient les secrets d'un passé que peu imaginaient, elle était la reine du nettoyage de la Vertis Capitale. Et non, je ne parle pas d'un surnom affectueux donné par ses collègues. Je parle de la réalité crue et souvent cruelle de celle qui porte un uniforme de femme de ménage dans l'une des plus grandes multinationales d'investissement de la ville. Imaginez, étage sur étage de marbre brillant, bureau miroir qui semblait crier « Argent !» et elle là, avec son chariot de produits, se déplaçant comme une ninja invisible parmi les hommes en costume cravate. Mais cette invisibilité était une arme à double tranchant. D'un côté, elle permettait à Marie d'observer tout, d'absorber des informations, d'écouter des conversations chuchotées dans les couloirs vides. Et croyez-moi, les murs de la Vertis abritaient de plus de potins boursiers que la rubrique mondain d'un journal. De l'autre, cette même invisibilité se transformait en mépris pur. « Bonjour, Marie » était un luxe que peu se permettaient. La plupart du temps, c'était une toux dissimulée, un « excusez-moi » murmuré avec dédain, ou le pire de tous, le regard qui la traversait, comme si elle était un fantôme qui n'existait que pour faire le ménage. Et dans ce cirque corporatif, le principal clown, ou plutôt le principal méchant, était Arthur Brandao. Ah, Arthur, directeur des opérations, héritier de l'un des associés, avec un sourire aux dents blanches qui ne servait qu'à dissimuler un ego aussi grand que le pain de sucre. Pour Arthur, Marie n'était pas une personne. C'était un outil, un chiffon ambulant, un aspirateur à pattes. Il adorait lancer des petites blagues sarcastiques sur la valeur du travail manuel, juste devant elle, ou laisser des miettes exprès pour tester l'efficacité de la femme de ménage. Une fois, il a même oublié un billet de 100 € par terre, observant de loin pour voir si elle le prendrait. Marie, avec la dignité d'une reine, a nettoyé autour du billet et l'a laissé intact, un silence qui valait 1000 mots. Il n'a plus jamais essayé quelque chose de semblable. Malgré tout, Marie avait un code d'honneur silencieux. Elle ne se plaignait jamais, jamais. Ses mouvements étaient précis, son efficacité impeccable. Elle connaissait chaque recoin de cet immeuble comme le creux de sa main. Elle savait quelle porte grinçait au 5e étage, quelle ampoule était sur le point de griller au 10e, et même quel chef de projet aimait le café noir à 7h30 du matin. C'était une connaissance qui allait bien au-delà du nettoyage, une carte mentale de la Vertis Capitale que personne d'autre ne possédait. Et ce fut un mardi matin gris que la routine de Marie fut bouleversée. Elle était en train de cirer la table de la réception au rez-de-chaussée, la même table où pendant des années elle avait été ignorée par les pontes qui passaient pressées. Le téléphone a sonné, la réceptionniste a répondu, et ce que Marie a entendu l'a presque fait laisser tomber son spray multi-usage. « Madame Martha Lima » demanda la voix robotisée de l'autre côté du comptoir. Martha, sans comprendre, se désigna elle-même. Invitation à un entretien interne de promotion, pour le poste de responsable des opérations. Si la foudre était tombée au milieu de la réception, l'impact n'aurait pas été moindre. Martha sentit son estomac se retourner. Responsable des opérations, elle, la femme de ménage, la plaisanterie était évidente. Arthur devait être derrière tout ça. C'était une de ces blagues de mauvais goût, mais celle-ci était particulièrement cruelle. Une pointe de colère se mêla à la surprise. Comment pouvait-il être aussi inhumain ? Se jouer de l'espoir de quelqu'un de cette manière? Elle accepta l'invitation, bien sûr, non par naïveté, mais par une curiosité inébranlable. Qu'est-ce qu'il tramait? Et au fond, une petite partie d'elle, têtue, se demandait « Et si, par miracle, ce n'était pas une plaisanterie? Et si, par un éclair de lucidité, quelqu'un dans cette entreprise géante avait enfin remarqué qu'il y avait plus en Martha que son uniforme de nettoyage ?» Le doute était un poison doux, et Martha, contre toute logique, décida de le boire. Dans les jours qui suivirent, un murmure commença à se répandre dans les couloirs de la Vertis. La dame de ménage allait passer un entretien. Des rires étouffés, des regards curieux. Arthur Brandon, avec son sourire arrogant, semblait s'amuser beaucoup. Pour lui, ce serait un spectacle privé, une humiliation publique qui servirait de leçon à quiconque oserait rêver trop grand.
Il ne savait pas, bien sûr, qu'il était sur le point d'allumer une mèche qui exploserait en pleine figure. Martha, quant à elle, ne se prépara pas à l'entretien en lisant des livres de gestion ou en révisant des concepts de management. Elle les connaissait déjà. Des années d'observation, d'écoute attentive, d'analyse silencieuse des erreurs et des réussites des génies de la Vertis l'avaient transformée en une stratège cachée. En nettoyant les tableaux blancs des salles de réunion, elle absorbait les graphiques, les plannings, les projections. En vidant les poubelles, elle écoutait les frustrations des employés face au processus inefficace. Elle possédait une carte mentale de la Vertis que personne, pas même Arthur, ne possédait. Et elle était sur le point de la déployer. La question restait en suspens. Serait-il prêt pour ce qui allait suivre? Et vous, êtes-vous prêt à découvrir ce que Martha gardait dans sa manche? La salle de réunion était un spectacle à part, non pas un spectacle pour les yeux, mais pour l'âme. L'odeur du café cher flottait dans l'air, mêlée au parfum des costumes impeccables. À la tête de la table en acajou, arborant un sourire narquois, se trouvait Arthur Brandão. À ses côtés, d'autres directeurs de la Vertis, certains curieux, d'autres avec des airs d'ennui et quelques-uns avec une pointe de malaise. C'était le jury pour l'entretien que Martha était sûre d'être une farce. Martha entra dans la salle avec la dignité de celle qui savait exactement où elle mettait les pieds. Et pourquoi? Ses yeux balayèrent la pièce. Elle vit le stagiaire au coin de la pièce, discrètement son téléphone allumé, probablement en train de filmer tout cela pour le poster plus tard sur les réseaux sociaux. Ah, Arthur ne ratait jamais une occasion de rendre l'humiliation publique, mais Marthe ne se laissait pas démonter. Au contraire, elle ressentait une énergie différente, un étrange calme qui la traversait. C'était le calme de celle qui garde un secret, un atout dans sa manche que personne n'attendait. Arthur commença son interrogatoire d'une voix suave, presque condescendante. « Alors, Marthe, merci d'être venue. Nous savons que votre temps est précieux. Nous sommes ici pour votre entretien de promotion au poste de directrice des opérations. » Il fit une pause dramatique, comme s'il attendait des applaudissements. Personne n'applaudit. « Dites-nous, Marthe, que feriez-vous en tant que directrice des opérations, compte tenu de votre expérience ?» Le dernier mot était chargé d'un sarcasme si pesant qu'on aurait presque pu le sentir. Les autres directeurs échangèrent des regards. Certains riaient à voix basse. Le stagiaire braqua sa caméra sur Marthe avec un sourire anticipateur. Ils attendaient des hésitations, des excuses, peut-être un « je ne sais pas » embarrassé. Ils attendaient de la confirmation qu'elle n'était qu'une femme de ménage, éblouie par une chance qui ne serait jamais la sienne. Mais Marthe les surprit. Et ce ne fut pas parce qu'elle dit en premier, mais parce qu'elle ne fit pas. Elle ne bredouilla pas, elle ne rougit pas, elle ne baissa pas les yeux. Au lieu de cela, elle s'installa confortablement dans son siège, prit une profonde inspiration et commença à parler. Sa voix était calme, ferme, claire. Et ce qui sortit de sa bouche laissa tout le monde bouche bée. « Eh bien, monsieur Brandão, commença-t-elle, et Arthur sursauta légèrement, pris au dépourvu par ce traitement formel et assuré. En tant que directrice des opérations, ma première initiative serait d'optimiser le flux de données entre les départements d'analyse de marché et de gestion de portefeuille. J'ai observé qu'il y a un goulot d'étranglement significatif dans la communication, entraînant une duplication des efforts et des retards dans la prise de décisions stratégiques dans au moins 15% des projets du dernier trimestre. Un silence pesant tomba dans la salle. Les sourires disparurent. Arthur cligna des yeux. Les autres directeurs s'échangèrent des regards, confus. Le stagiaire, qui riait auparavant, se figea, le téléphone à la main. Personne ne s'attendait à cela. Pas de la part de Marthe. Elle continua sans se laisser intimider. Pour pallier cela, je suggère la mise en place d'un système CRM unifié avec des modules de BI intégrés, permettant une vision à 360 degrés du client et de la performance des investissements. Je crois que cela pourrait générer des économies de coûts opérationnels d'au moins 8% la première année, en plus d'accroître l'agilité dans la réponse aux fluctuations du marché. C'était comme si un extraterrestre avait pris possession du corps de Marthe. Où étaient les réponses de femmes de ménage? Où était l'humilité attendue? Il y avait là une stratège, parlant un langage qu'Arthur Brandão,
le grand directeur des opérations, avait du mal à suivre. Il essaya de se reprendre, un rouge montant à son cou. « Marthe, avec tout le respect, où avez-vous... Comment auriez-vous pu savoir tout ça ?» Et c'est alors que Marie lâcha sa première bombe. Un léger sourire apparut sur ses lèvres, un sourire qui contenait des années de silence et d'observation. « Ah, monsieur Brandon, pendant que je nettoyais les salles de réunion, je lisais les rapports. Pendant que je vidais les poubelles, j'écoutais les plaintes des analystes sur les systèmes obsolètes. Et pendant que je polissais les écrans des ordinateurs, j'observais les schémas, les erreurs répétitives, les inefficacités qui coûtent des millions à Vertis. » L'air dans la salle devint plus lourd. Arthur ravala sa salive. Le piège qu'il avait tendu se retournait contre lui, et Marie ne faisait que commencer. Que cachait encore cette femme, qu'il ne voyait que comme une ombre, et qu'allait faire Arthur de cette révélation inattendue? La scène de l'humiliation était sur le point de se transformer en scène d'un revirement épique. La bombe explose. Qui est Marie Lima vraiment? Le silence dans la salle de réunion était si épais qu'on aurait pu le couper au couteau. Arthur Brandon, qui il y a quelques minutes affichait une arrogance débordante, semblait maintenant avoir avalé un citron entier. Ses yeux, auparavant pleins de sarcasme, étaient exorbités de choc. Les autres directeurs, qui auparavant dissimulaient à peine leur ennui, étaient maintenant fixés sur Marie, comme si elle était la 8e merveille du monde. Le stagiaire, pauvre homme, avait son téléphone tellement tremblant que les images devaient être floues. Mais, soyons honnêtes, personne ne se souciait de la qualité de l'enregistrement à ce moment-là. « Mais comment ?» balbutia l'un des directeurs, qui semblait avoir oublié son propre nom, tellement il était abasourdi. Marie sourit, un sourire qui allait bien au-delà de l'ironie. C'était le sourire de quelqu'un qui pouvait enfin jouer ses cartes, après des années à garder un royal flush. « Messieurs, mon expérience en gestion ne se résume pas à écouter des conversations pendant que je nettoie. Elle vient d'un endroit un peu plus académique et pratique que vous ne l'imaginez. » Et puis, elle lâcha sa deuxième bombe, qui fit passer la première pour un simple pétard de fête foraine. « Je suis diplômé en économie de l'Université fédérale de Bahia. » Le menton d'Arthur faillit tomber par terre. Le stagiaire poussa un soupir. L'UFBA, une des universités les plus réputées du pays, la femme de ménage, c'était une mauvaise blague, ça ne pouvait être que ça. Mais la voix de Marie était ferme, sans aucune trace de plaisanterie. « Après mes études, continua-t-elle, j'ai travaillé pendant près d'une décennie dans des ONG internationales en zone de conflit, principalement au Moyen-Orient et en Afrique. Ma fonction était de développer et de mettre en œuvre des projets de restructuration économique et sociale dans des zones dévastées par la guerre. J'ai dirigé des équipes multiculturelles, négocié avec des factions rivales pour accéder aux ressources, créé des chaînes d'approvisionnement à partir de rien dans des environnements hostiles et géré des budgets complexes avec des ressources limitées. » La salle resta dans un silence encore plus profond, si c'était possible. Les mots « Moyen-Orient »,« Afrique »,« zone de conflit »,« négocier avec des factions rivales » résonnaient dans l'air comme des coups de feu. Ces hommes en costume, habitués à négocier des millions dans des salles climatisées, étaient incapables de comprendre. Cette femme qu'ils remarquaient à peine possédait plus d'expérience en gestion de crise et de ressources qu'eux tous réunis. Arthur, pâle, tenta une dernière carte. « Marthe, s'il vous plaît, avec tout le respect que je vous dois, c'est incroyable. Et si tout cela est vrai, pourquoi diable êtes-vous ici à nettoyer le sol de cette entreprise ?» La question était un mélange d'incrédulité et de désespoir. Marthe le regarda et pour la première fois, un éclair traversa son calme. Une pointe de douleur, rapidement maîtrisée par une force inébranlable. « C'est une question légitime, monsieur Brandon. La vie, parfois, nous joue des tours. J'étais au sommet de ma carrière humanitaire, sur le point d'occuper un poste de direction mondiale lorsque mon père est tombé malade, une maladie dégénérative, exigeant des soins constants et très coûteux. Il était tout pour moi. Je suis rentré au Brésil, à Rio. » Elle fit une pause, les yeux fixés sur Arthur, comme pour s'assurer qu'il comprenait chaque mot. « J'avais besoin d'un emploi, rapidement.
quelque chose qui me rapporte de l'argent pour les traitements et qui ait des horaires fixes pour que je puisse m'occuper de lui. Nettoyer la Vertis Capital, aussi incroyable que cela puisse paraître, était le poste qui correspondait le mieux à ma situation urgente. Et oui, cela m'a permis d'être près de mon père jusqu'à son dernier jour. Il est décédé il y a 6 mois. Un frisson parcourut la salle. Les aveux de Marthe, aussi crus et honnêtes, touchèrent tout le monde. L'histoire de la femme de ménage était en réalité celle d'une héroïne improbable, d'une stratège brillante qui avait fait le sacrifice suprême par amour pour sa famille. Et l'humiliation qu'Arthur et ses complices avaient tenté de lui infliger se retournait maintenant contre eux avec une force écrasante. Le stagiaire, qui jusqu'alors filmait sans arrêt, baissa son téléphone. Ses yeux étaient humides. Il ne filmait plus pour rire, mais pour témoigner de quelque chose d'extraordinaire. Cette vidéo serait bien plus que ce qu'Arthur attendait. Ce serait la preuve que le talent et la dignité ne se mesurent pas au poste occupé, mais à l'essence même de celui qu'on est, et que la Vertis Capital venait de sous-estimer la femme la plus brillante ayant jamais foulé ses couloirs. Que se passerait-il lorsque cette vidéo exploserait sur Internet? Quel serait le prix de l'arrogance d'Arthur? Et comment la Vertis, une entreprise qui valorisait tant son image, gérerait-elle la bombe que Marthe venait de lâcher? L'air dans la salle de réunion de la Vertis Capital était encore lourd de la bombe que Marthe venait de lâcher. Arthur Brandon, auparavant le prédateur, ressemblait maintenant à une proie acculée. Ses yeux, qui brillaient auparavant de malice, étaient voilés de panique. Les autres directeurs, auparavant indifférents, regardaient maintenant Arthur avec un mélange de répulsion et d'inquiétude. L'atmosphère était tendue, mais ce qui était sur le point de se produire transformerait cette tension en un ouragan. Alors que Marie terminait son explication sur son père, le stagiaire, jusqu'alors figé, se mit à trembler. Non pas de peur, mais d'une excitation contenue. Il avait tout. L'humiliation initiale d'Arthur, le revirement de Marie, la révélation de son passé académique et humanitaire, et l'émouvante confession sur la raison de sa présence. C'était de l'or pur, un scénario de film se déroulant sous ses yeux et sur l'écran de son téléphone. Sans que personne ne s'en aperçoive immédiatement, d'un clic rapide et d'un mouvement de doigts presque imperceptible, le stagiaire envoya la vidéo à un groupe d'amis. De là, la vitesse serait exponentielle. Internet est un univers sans frontières, et l'histoire de Marie était le genre de carburant qui fait exploser cet univers. Quelques minutes après que Marie eut quitté la salle, Vertis Capital commença à ressentir les premières secousses. Il ne fallut pas longtemps pour que la vidéo intitulée « La femme de ménage qui a fait taire les costumés » ou « L'héroïne inconnue de Vertis » commence à faire surface sur les réseaux sociaux. D'abord, dans des groupes fermés d'étudiants. Puis, sur les profils d'influenceurs numériques axés sur la carrière et le dépassement de soi. En quelques heures, l'histoire de Marie Lima était un incendie de forêt numérique. Les commentaires et les partages explosèrent. Cette femme est un génie. Honte à ses directeurs. Sa dignité vaut plus que tout l'argent de cette entreprise. Femme de ménage, c'est la véritable PDG dont Vertis a besoin. Le hashtag « Marie Lima était à Vertis » commença à exploser dans les tendances. Des gens de toute la France et même du monde entier se sont manifestés. Des journalistes renommés, des analystes de marché, des PDG d'autres entreprises. Tous voulèrent comprendre qui était cette femme et pourquoi elle nettoyait des étages au lieu de diriger des réunions de conseil. Arthur Brandon, ignorant la tempête qui se formait, sortit de la salle de réunion en soufflant. Il était furieux, humilié, et essayait encore de comprendre comment son petit jeu avait si mal tourné. Il ne remarqua pas les regards étranges des employés dans les couloirs, les chuchotements qui cessaient lorsqu'il passait. La bulle de son arrogance le protégeait encore de la réalité imminente. Mais la bulle éclata bientôt. Le premier à en ressentir l'impact fut le département des relations publiques. Le téléphone n'arrêtait pas de sonner. Des emails de journalistes, des demandes de renseignements d'investisseurs inquiets, et même un communiqué de l'AMF, Autorité des marchés financiers, demandant des éclaircissements sur la conduite de l'entreprise et ses processus de sélection.
Les actions de Vertis Capital, qui étaient en hausse, commencèrent à montrer une légère baisse, un signal d'alarme qu'aucun directeur n'ignorait. L'image de l'entreprise, construite avec tant de soins et d'investissement, était pulvérisée par une vidéo d'une femme de ménage. C'est alors que le PDG de Vertis, un homme taciturne et pragmatique, reçut le lien de la vidéo de son propre fils adolescent, avec le message « Papa, tu ne vas pas croire ce que ta société a fait. Vous avez dépassé les limites. » En regardant la vidéo, le visage du PDG, généralement impassible, se contracta dans un mélange de rage et d'incrédulité. Il vit l'humiliation de Marie, la réaction des directeurs, dont son bras droit, Arthur, et la révélation. La rage était due à l'exposition négative, l'incrédulité, à l'idée qu'une personne aussi précieuse que Marie travaille dans son entreprise sans que personne ne s'en soit aperçu. À ce moment-là, Marie avait déjà terminé son service, inconsciente du chaos que sa vidéo provoquait. Elle prit le bus, pensant à la prochaine consultation de son père, à ses médicaments. Elle n'imaginait pas que dans quelques heures, son nom serait sur toutes les lèvres et que la Vertis Capital serait en ébullition, tentant de contenir l'avalanche de critiques et la crise d'image qui s'abattait sur elle. La donne avait changé. L'humiliation planifiée s'était transformée en un acte d'auto-exposition brutale pour la Vertis. Arthur Brandão, l'artisan de la supercherie, était sur le point de récolter les amers fruits de son arrogance. Mais que ferait la Vertis maintenant? Comment une entreprise fière de sa réputation réagirait-elle à un scandale d'ampleur nationale? Et qu'arriverait-il à Marie, la femme qui, malgré elle, était devenue la personnification de la dignité face à la prépotence corporative? La Vertis Capital était en feu et Internet était l'essence. Le PDG, autrefois un bastion de calme corporatif, arpentait maintenant sa salle à couper le souffle, le visage rouge de fureur contenue. La crise d'image était sans précédent. On l'appelait de partout, des actionnaires furieux, des conseillers inquiets de la chute vertigineuse du cours de l'action, et les médias assoiffés de scandales. La vidéo de Marie était le sujet principal de tous les portails d'information et des journaux télévisés. « Trouvez cette femme maintenant et ramenez-la ici avec tous les honneurs !» grogna le PDG à son assistante, une femme impeccable qui tentait, en vain, de dissimuler son propre étonnement face à la situation. « Et Arthur Brandão? Où est Arthur Brandão ?» Arthur, quant à lui, vivait le pire jour de sa vie. Lui, l'héritier de la Vertis, l'intouchable, était devenu le vilain national. Son téléphone portable ne cessait de vibrer sous les messages de haine et les menaces sur les réseaux sociaux. Sa boîte mail était saturée de communiqués internes des RH, tous sur un ton grave et urgent. Les amis et collègues de travail, qui le flattaient auparavant, l'ignoraient maintenant ou faisaient des commentaires acerbes. La cerise sur le gâteau fut l'appel de son père, l'un des associés fondateurs de la Vertis. La voix de son père, généralement sévère, était un mélange de déception et de rage glaciale. « Arthur, qu'est-ce que tu as fait ?» La voix de son père trancha l'air comme un fouet. « Tu as non seulement humilié une personne digne, mais tu as aussi sali le nom de notre famille et de la Vertis. Nos actions chutent, Arthur. Elles chutent. Tu te rends compte de ce que cela signifie ?» Arthur tenta de se défendre, balbutiant des excuses décousues sur des blagues mal interprétées et l'exagération d'Internet. Mais son père ne l'écoutait pas. La réputation, pour lui, valait plus que des millions, et Arthur avait détruit tout cela en quelques heures. Le déroulement fut rapide et brutal. Lors d'une réunion d'urgence avec le conseil, qui dura quelques minutes à peine, la décision fut unanime et implacable. Arthur Brandão serait écarté de son poste avec effet immédiat. Ce n'était pas encore une démission formelle, mais un éloignement pour enquête interne, ce qui, dans le jargon corporatif, signifie « vous êtes viré, mais nous allons essayer d'atténuer les dégâts ». Il serait le bouc émissaire parfait pour la crise. Pendant qu'Arthur recevait la nouvelle, pâle, choqué, comme si la réalité l'avait finalement frappé d'un coup de poing dans l'estomac, Martha était chez elle, dans son modeste appartement, totalement inconsciente du cyclone qu'elle avait provoqué. Son téléphone, qui sonnait rarement pour autre chose que des relances, s'est mis à vibrer inlassablement. C'étaient des numéros inconnus,
des messages de personnes qu'elle n'avait jamais vues et un volume effrayant de notifications sur les réseaux sociaux qu'elle utilisait peu. Un nom en particulier a attiré son attention, Robert Mendes. Il était l'un des conseillers de Vertis, un homme respecté, connu pour son intégrité et pour être l'un des rares à ne pas avoir participé à cette mascarade en salle de réunion. Martha se souvenait avoir vu une lueur d'inconfort dans ses yeux pendant l'entretien. Le message de Mendes était court, mais lourd de sens. « Martha, veuillez me téléphoner dès que possible. C'est urgent et important. J'ai une proposition qui pourrait changer votre vie. Robert Mendes. » Martha hésita. Sa première réaction fut la méfiance. Un autre piège. Mais la façon dont le message était écrit, le ton respectueux, différait de tout ce qu'elle avait reçu de Vertis auparavant. Et le nom de Robert Mendes inspirait une certaine confiance. Elle appela. La conversation fut surprenante. Mendes fut direct, présentant ses excuses au nom de l'entreprise pour l'humiliation et louant le courage et l'intelligence de Martha. Il expliqua la gravité de la situation chez Vertis, l'éviction d'Arthur et le besoin urgent d'une réponse. Puis, il fit son offre. « Martha, le PDG et le conseil souhaitent que vous reveniez, non pas comme responsable des opérations, mais pour un poste que nous considérons encore plus crucial en ce moment. Nous voulons que vous nous aidiez à repenser notre culture interne. Nous voulons que vous soyez notre découvreuse de talent, la personne qui trouvera d'autres Martha cachée chez Vertis. Qu'en dites-vous » Martha écouta en silence. Un mélange d'émotions l'envahit, soulagement, surprise, mais aussi une pointe de scepticisme. Serait-elle un trophée pour Vertis afin de redorer son image, un coup de marketing, ou une réelle chance de faire la différence? Vertis Capital était à sa merci, désespérée de renverser le chaos. Et Martha, la femme de ménage qui avait mis le monde du travail sans dessus-dessous, avait désormais le pouvoir de dicter ses propres règles. Que ferait-elle de cette opportunité en or? Et comment son retour chez Vertis changerait-il non seulement sa vie, mais celle de toute l'entreprise? Le retour triomphal et les conditions de Marthe. La proposition de Robert Mendes résonna dans l'esprit de Marthe comme un glas au milieu du chaos. Serait-elle seulement un pansement sur la plaie de Vertis, un coup de marketing pour redorer l'image de l'entreprise, ou une véritable chance d'utiliser enfin tout son potentiel et de prouver que le talent peut venir de partout? Le doute était réel, mais la tentation de faire la différence était encore plus grande. Vertis était à genoux et Marthe avait le couteau et le fromage dans la main. Elle médita toute la nuit. Elle se souvint des regards méprisants, des rires étouffés, de l'arrogance d'Arthur. Elle se souvint des heures innombrables passées à nettoyer les bureaux où des décisions millionnaires étaient prises, tandis qu'elle, avec son bagage académique et humanitaire, était invisible. La vengeance, se rendit-elle compte, ne serait pas de refuser l'opportunité, mais de l'accepter et de la transformer en quelque chose d'inattendu. Le lendemain matin, Marthe appela Robert Mendes. Sa voix, calme et assurée, surprit le conseiller. « Monsieur Mendes, j'accepte la proposition, mais j'ai quelques conditions. » Mendes, soulagé, répondit promptement. « Marthe, nous sommes disposés à négocier. Dites-nous ce dont vous avez besoin. » Et Marthe commença alors à dicter les règles de son retour. Elle ne voulait pas seulement un poste pour redorer l'image, elle voulait un pouvoir réel, l'autonomie pour mettre en œuvre des changements profonds. Premièrement, et peut-être le plus crucial, Marthe ne voulait pas être un trophée. « Je ne veux pas être seulement l'ancienne femme de ménage devenue directrice pour vos campagnes marketing, Monsieur Mendes, » commença-t-elle. « Je veux que mon travail soit authentique. Mon objectif principal sera de repérer les talents oubliés au sein de Vertis, des personnes occupant des postes de base qui possèdent un potentiel et des idées brillantes, mais qui, comme moi, sont ignorées par la hiérarchie traditionnelle. » Mendes fut impressionné. Cela allait bien au-delà de ce qu'il imaginait. « Compris? Et comment ferions-nous cela? Je vais créer un programme d'écoute active, » continua Marthe, sa voix gagnant en force. « Je vais discuter avec les concierges, les agents de sécurité, les réceptionnistes, les techniciens informatiques, les assistants administratifs.
Je donnerai une voix à ceux qui n'en ont jamais eu. Je veux comprendre leurs frustrations, leurs idées, leurs rêves. Je garantis que Vertis perd des talents et des idées précieuses parce qu'elle ne sait pas regarder au-delà des postes. Deuxièmement, Marthe exigea l'autonomie pour restructurer une partie des RH, notamment en ce qui concerne les processus de sélection et de valorisation du personnel. Les critères de sélection doivent être revus. Les titres et les universités renommées ne peuvent pas être les seuls indicateurs de potentiel. L'expérience de vie, la résilience, la capacité de résolution de problèmes, ces qualités sont aussi importantes, voire plus, argumenta-t-elle, pensant clairement à son propre parcours. Troisièmement, elle a demandé un budget dédié à son département de développement des talents cachés, avec une totale liberté pour investir dans des formations, des mentorats et même des transferts de secteur pour ses employés nouvellement découverts. Elle voulait créer un chemin clair pour l'évolution professionnelle au sein de Vertis, un chemin qui ne soit pas exclusif aux enfants d'eux ou aux amis d'eux. Enfin et subtilement, Martha a clairement indiqué que le départ d'Arthur Brandao devait être définitif. Elle ne voulait pas le voir circuler dans les couloirs ou participer aux réunions auxquelles elle assistait. Pour le PDG et Roberto Mendes, qui considéraient déjà Arthur comme un problème, cette condition n'était pas un obstacle, mais une commodité. Vertis, désespéré de contenir l'hémorragie de sa réputation et de la valeur de ses actions, a accepté toutes les conditions de Martha. C'était un risque? Oui, mais un risque nécessaire. Et il sentait que, d'une certaine manière, Martha était la seule capable d'éteindre l'incendie qu'elle-même, indirectement, avait déclenché. Le retour de Martha chez Vertis Capital a été un événement discret, mais d'une importance symbolique immense. Elle n'est pas entrée par la grande porte sous les feux des projecteurs, comme on pourrait s'y attendre pour un trophée. Au lieu de cela, Martha a commencé son nouveau travail au département des ressources humaines dans un bureau simple, mais avec une autorité qui dépassait largement les murs de la pièce. Les jours suivants, la presse a annoncé le retour de Martha Lima, la femme de ménage, devenue cadre. Vertis a publié un communiqué officiel, saluant la vision stratégique et le talent inné de Martha, et annonçant le nouveau programme de valorisation des talents internes. L'image de l'entreprise a commencé lentement à se redresser. La chute des actions s'est stabilisée et le récit en ligne a commencé à évoluer de « scandale Vertis » à le tournant Vertis. Martha, maintenant dans son nouveau rôle, s'est plongée corps et âme dans son travail. Elle a commencé à organiser des réunions avec des employés de divers secteurs, des personnes qui étaient auparavant comme elle, invisibles. Son objectif n'était pas de juger, mais d'écouter. Elle voulait comprendre Vertis de bas en haut, et non de haut en bas. Et ce qu'elle était sur le point de découvrir dans les couloirs et les recoins de cette multinationale prouverait que la véritable richesse de l'entreprise ne résidait pas dans les chiffres des feuilles de calcul, mais dans les esprits et les cœurs de ses collaborateurs. Que Martha trouverait-elle dans ces conversations? Quel talent déterrerait-elle? Et comment la femme qui écoute changerait-elle à jamais la culture de l'une des plus grandes entreprises du pays? Le voyage ne faisait que commencer. Le nouveau bureau de Martha était modeste, certes, mais son pouvoir y était immense. Elle n'avait pas la vue panoramique du PDG, ni le bureau en acajou d'Arthur. Au lieu de cela, son espace était fonctionnel, et la porte était toujours ouverte. Son principal outil de travail n'était pas un ordinateur dernier cri, mais sa capacité d'écoute. Marie est devenue la femme à l'écoute, la confidente inattendue dans une entreprise qui a toujours privilégié ce qui était dit dans les salles de réunion fermées, plutôt que dans les couloirs de service. Elle a commencé par les étages inférieurs, où la plupart des employés administratifs passaient leur journée. Elle a discuté avec Lucie, la femme de ménage qui connaissait par cœur les commandes de café de chaque directeur et qui, entre deux tasses, avait des idées précieuses sur la dynamique des équipes. Lucie, avec sa sagesse acquise au fil des ans, a révélé que le stagiaire qui avait filmé la vidéo, un certain Pierre, n'était pas seulement un jeune homme qui voulait devenir viral. C'était un génie de la programmation, mais il était bloqué à faire des copies, car il n'avait pas de parrain pour un meilleur poste. Ensuite, Marie a discuté avec Charles, le gardien de nuit,
un ancien militaire d'une discipline enviable et d'une mémoire photographique pour les visages et les horaires. Charles, qui voyait le bâtiment vide la nuit, avait des idées sur l'optimisation de la sécurité et le contrôle d'accès qui pourrait te faire économiser une fortune à Vertis, mais il n'avait jamais été écouté. Elle s'est aussi entretenue avec André, le technicien informatique qui passait sa journée à courir d'un endroit à l'autre pour résoudre les problèmes d'Internet et d'imprimante. André, un autodidacte en cybersécurité, avait identifié des vulnérabilités dans le système qui pourraient entraîner de graves fuites de données. Mais ces rapports étaient toujours archivés par ses supérieurs. Chaque conversation était un trésor. Marie n'écoutait pas seulement. Elle posait des questions, enquêtait, reliait les points. Elle notait tout dans un simple carnet, mais chaque annotation représentait un potentiel inexploité. Les idées qui fermentaient dans les recoins de Vertis étaient comme des pépites d'or attendant d'être extraites. La frustration était palpable chez beaucoup, la sensation d'invisibilité, la certitude que leur talent était gaspillé. Au début, certains employés étaient hésitants. La nouvelle directrice va simplement prendre nos idées et s'en attribuer le mérite, murmurait-il. Mais l'authenticité de Marie, son regard sincère et son humilité ont rapidement brisé les barrières. Elle ne promettait pas de miracle, mais garantissait que leur voix serait entendue par ceux qui comptaient vraiment. Les changements ont commencé à se faire sentir. Pierre, le stagiaire qui avait filmé la vidéo, a été le premier à être sauvé. Marie l'a appelé pour une conversation. « Pierre, je sais que tu as filmé cette vidéo sans penser aux conséquences, mais ton action a finalement mis en lumière quelque chose d'important. Et elle m'a montré quelque chose de plus, tes compétences en technologie. Parle-moi de tes projets personnels. » Pierre, surpris, a parlé des applications qu'il développait pendant son temps libre, de sa passion pour l'intelligence artificielle. 2 semaines plus tard, Pierre était dans un nouveau service, travaillant avec l'équipe de développement de logiciels, avec un plan de carrière clair et un mentor. Son sourire valait de l'or. L'histoire de Pierre, auparavant un stagiaire comme les autres, s'est répandue comme une bonne nouvelle dans Vertis. C'était la preuve que Marie ne plaisantait pas. Les gens ont commencé à la chercher, à lui ouvrir leur cœur, à lui présenter leurs idées. Le flux d'informations vers Marie est devenu une avalanche, une preuve évidente qu'un volcan de talents inactifs sommeillait sous la surface polie de la Vertis. Pendant que Marie construisait des ponts et déterrait des talents, Arthur Brandon était dans son propre enfer. Isolé, il tentait de se relever, mais chaque porte qu'il frappait se refermait. Le scandale de la Vertis était devenu la tache sur son CV. Il était l'exemple de ce qu'il ne fallait pas faire dans le monde de l'entreprise. Personne ne voulait s'associer à l'homme qui avait tenté d'humilier la femme de ménage, devenue symbole de dignité. Son empire s'effondrait, pièce par pièce. La culture de Vertis Capital a lentement commencé à changer. Les directeurs, auparavant enfermés dans leur bulle, ont commencé à regarder les employés de base avec un autre regard. Des programmes de mentorat interne, des ateliers de développement des compétences pour tous les niveaux et un canal de suggestion réellement fonctionnel ont commencé à voir le jour. La Vertis apprenait à ses dépens que la véritable innovation et la croissance venaient de l'intérieur, de tous ses collaborateurs. Marie, la femme à l'écoute, devenait l'architecte silencieuse d'une nouvelle Vertis. Mais ce n'était que le début. Combien d'autres Pierre, Lucie, Charles et André existaient-ils dans les couloirs de l'entreprise? Et comment l'ascension de Marie et la nouvelle culture de valorisation affecteraient-elles la structure même du pouvoir de la Vertis? L'avenir de l'entreprise et de nombreux employés était en train d'être réécrit par une ancienne femme de ménage. Le brouhaha des couloirs de Vertis Capital ne portait plus sur des ragots ou des plaisanteries malveillantes. Maintenant, c'était un bourdonnement d'espoir, d'idées et d'une énergie renouvelée. Marie, la femme à l'écoute, récoltait les fruits de son travail. Sa méthode était simple, mais révolutionnaire pour une entreprise aussi figée. Elle donnait une voix, et plus importante encore, elle donnait des opportunités. Charles, le concierge à la mémoire photographique et aux idées géniales sur la sécurité, fut le suivant. Marie l'a orienté vers un programme de formation en sécurité du patrimoine et en gestion des risques.
En 6 mois, Charles dirigeait l'équipe de sécurité, mettant en œuvre les optimisations qu'il avait envisagées depuis la conciergerie. L'Avertis n'a pas seulement économisé une grosse somme, mais a également vu ses protocoles de sécurité élevés à un nouveau niveau. Charles, qui se sentait auparavant invisible, avait maintenant une carte de coordinateur et une brillance dans les yeux qui valait plus que n'importe quel salaire. André, le technicien informatique préoccupé par la cybersécurité, a été transféré dans une équipe de projets spéciaux. Avec le soutien et le budget que Marie a obtenu pour lui, André a développé un système de surveillance des menaces qui a protégé l'Avertis contre les cyberattaques potentielles. Lui, qui était auparavant le gars du support, était maintenant le génie de la sécurité numérique, présentant des rapports au PDG lui-même. Les histoires de Pierre, Charles et André n'étaient pas des exceptions. Elles étaient la nouvelle norme. Marthe a créé un système de vivier de talents internes, où les employés pouvaient enregistrer leurs compétences et leurs centres d'intérêt, même s'ils n'étaient pas directement liés à leurs fonctions actuelles. Elle encourageait les formations, offrait des mentorats et organisait des rencontres d'idées où les employés de différents niveaux et départements pouvaient interagir et collaborer. La hiérarchie, auparavant si rigide, a commencé à s'estomper au nom de l'innovation et de l'efficacité. L'Avertis Capital, autrefois connu pour sa froideur corporative et sa culture élitiste, se transformait. Le taux de rotation des employés auparavant élevé a commencé à diminuer drastiquement. Le climat organisationnel s'est amélioré, comme le reflètent les enquêtes de satisfaction qui ont grimpé en flèche. L'image de l'entreprise dans les médias n'était plus celle du scandale, mais celle de l'entreprise qui valorise ses talents de base, un cas de réussite sur la façon dont la diversité de pensée peut générer des résultats. Et Arthur Brandon? Eh bien, sa vie était l'opposé. Les portes qui se sont refermées ne se sont plus jamais ouvertes. Son nom, autrefois synonyme de pouvoir, était désormais un rappel de son échec. Il a tout essayé, réactiver des contacts, chercher des postes dans d'autres entreprises. Mais la tâche du scandale de l'Avertis était indélébile. Personne ne voulait risquer sa propre réputation pour quelqu'un d'aussi associé à l'arrogance et à l'humiliation. Arthur, le prince qui humiliait les femmes de ménage, a été contraint de faire face à la réalité que son puissant nom de famille n'était plus un passeport pour le succès. Il s'est retrouvé relégué à un ostracisme professionnel, une conséquence amère de ses propres actions. La justice, pour certains, a ses propres chemins. Marthe, quant à elle, était au sommet. Elle ne recherchait pas les feux de la rampe, mais les résultats de son travail étaient indéniables. Le PDG de l'Avertis, qui au début la voyait comme une solution à une crise d'image, la voyait maintenant comme une stratège brillante et une leader inspirante. Il lui faisait confiance. Ses collègues directeurs, auparavant sceptiques, la consultaient désormais et respectaient ses opinions. Marthe n'était plus la femme de ménage. Elle était la visionnaire qui redéfinissait le concept de succès au sein d'une multinationale. Mais malgré toutes ces victoires, le parcours de Marthe à l'Avertis réservait encore des surprises. Il y avait encore beaucoup de talents cachés qui attendaient d'être découverts et une culture à consolider davantage. Quel serait le prochain défi de Marthe? Et comment cette nouvelle Vertis, plus humaine et innovante, continuerait-elle à tracer sa voie vers l'avenir? L'Avertis Capital n'était plus la même entreprise que Marthe avait connue comme femme de ménage. Les murs étaient toujours en marbre poli et les bureaux miroirs, mais il y avait maintenant un éclat différent dans les yeux des gens. La culture de la valorisation de l'être humain, autrefois une utopie, prenait racine grâce à la persévérance et à la vision de Marthe. Son département, qui avait commencé comme un pari pour endiguer une crise, était devenu le cœur battant de l'innovation et du bien-être dans l'entreprise. Marie, la femme à l'écoute, n'était plus seulement une cadre. Elle était une mentor, une source d'inspiration, une légende vivante au sein de Vertis. Son agenda était toujours surchargé, non pas de réunions protocolaires sur les chiffres, mais de conversations profondes avec des employés de tous les niveaux.
Elle créait des programmes d'échange internes, où une réceptionniste pouvait passer une journée au département financier, ou un agent de sécurité participait à une formation de leadership. L'idée était de démystifier les postes et de montrer que chaque personne apportait un univers de compétences et de perspectives uniques. L'impact s'est traduit par des chiffres impressionnants. La productivité de Vertis a augmenté de 12% l'année dernière, stimulée par des solutions créées par des employés de base qui étaient auparavant ignorés. La satisfaction des collaborateurs a atteint un niveau record et Vertis Capital a été élu parmi les meilleures entreprises où travailler au Brésil. La presse, qui l'attaquait auparavant, la félicitait désormais ouvertement, soulignant le cas Marie Lima comme un exemple de la façon dont l'empathie et l'inclusion peuvent transformer le monde corporatif. Le PDG lui-même, qui était auparavant un homme taciturne et distant, avait changé. Il effectuait des visites régulières au département de Marie, non pas pour superviser, mais pour apprendre. Il a vu de près comment le dévouement d'une seule personne pouvait réécrire l'histoire d'une entreprise entière. Lors de l'une des réunions de conseil les plus importantes de l'année, en présence d'investisseurs et de directeurs du monde entier, il a tenu à donner la parole à Marie. « Mesdames et messieurs », a commencé le PDG avec un sourire fier, « aujourd'hui, nous ne parlerons pas seulement de profit et de pertes, mais de quelque chose de beaucoup plus précieux, le capital humain. Et pour en parler, nul ne vaut mieux que la personne qui nous a appris cette leçon de manière si brillante. Je vous présente Marie Lima. » La salle, remplie de personnalités importantes, s'est tournée vers Marie. Il n'y avait plus de rire, ni de regard de mépris. Il y avait de l'admiration et du respect. Marie ne portait pas un tailleur coûteux ou une coiffure impeccable. Elle était vêtue d'une tenue professionnelle élégante, mais avec la simplicité et la dignité qui la caractérisaient. Elle a parlé de l'importance de regarder au-delà des diplômes, d'investir dans les personnes, de créer un environnement où chacun se sente valorisé. Ses paroles étaient directes, chargées de vérité et d'expérience. À la fin de sa présentation, la salle a éclaté en applaudissements. Certains même se sont levés. C'était la reconnaissance qu'elle méritait et qui venait de ceux qui la voyaient auparavant comme une ombre. Pendant que Marie était ovationnée, Arthur Brandon était quelque part, probablement en train de tenter de se réinventer, mais sans succès. Vertis était devenu un symbole de résilience et de transformation, et lui, une tache indélébile sur son passé. Sa chute a servi de rappel que l'arrogance a un prix élevé. L'histoire de Marie n'était pas seulement l'histoire d'une ancienne femme de ménage qui a accédé à un poste de pouvoir. C'était l'histoire d'une entreprise qui avait appris à se regarder, à corriger ses erreurs et à devenir un meilleur endroit. Et, plus important encore, c'était la preuve vivante que la véritable intelligence et le leadership ne sont pas liés à des étiquettes, mais à la capacité de transformer des vies et des environnements. Mais que se passerait-il maintenant que la Vertis s'était relevée? Quels seraient les prochains défis de Marie? L'entreprise, désormais renouvelée, atteindrait-elle de nouveaux sommets de succès et d'innovation? Et comment l'histoire de Marie continuerait-elle à inspirer un monde qui a encore besoin d'apprendre à valoriser le talent qui se cache sous nos yeux? Marie Lima n'était plus seulement la femme qui écoute ou l'ancienne femme de ménage. Elle était devenue une figure légendaire au sein et en dehors de Vertis Capital. Son histoire, racontée et re-racontée, inspirait des conférences dans les universités et des tables rondes sur la diversité et l'inclusion en milieu professionnel. La Vertis, sous l'influence de la nouvelle culture que Marie a contribué à construire, a non seulement récupéré son image, mais est devenue un modèle d'entreprise innovant et humain. Le programme de talent caché qu'elle a conçu a été copié par d'autres grandes entreprises, toutes à la recherche de leur propre Marie dans les couloirs de leurs bâtiments. La Vertis a étendu ses opérations, attirant les meilleurs professionnels du marché, non seulement grâce à des salaires compétitifs, mais aussi grâce à sa réputation d'entreprise qui valorisait réellement ses collaborateurs. Marie a continué à diriger son département, qui a grandi et est devenu un pilier stratégique de la Vertis. Elle ne s'est jamais reposée sur ses lauriers, toujours à la recherche de nouveaux talents, de nouvelles idées,
de nouvelles façons de garantir que la voix de personne ne soit réduite au silence. Son humilité et son esprit vif étaient la combinaison parfaite pour maintenir la Vertis sur la bonne voie. Elle a prouvé que le véritable leadership ne réside pas dans le fait de dicter des ordres, mais dans l'inspiration et l'autonomisation. Quant à Arthur Brandao, le silence à son sujet est devenu presque total. Son nom était rarement mentionné à la Vertis, et lorsqu'il l'était, c'était comme un avertissement, un rappel de ce qui se passait lorsque l'arrogance surpassait le bon sens. Il n'a plus jamais obtenu de poste important, condamné à une carrière professionnelle médiocre et à l'oubli, l'antithèse de l'héritage de Marie. L'histoire de Marie Lima, la femme de ménage devenue visionnaire, est un puissant rappel. Elle nous montre que le talent peut se trouver n'importe où, souvent caché sous les uniformes les plus inattendus, que la dignité et l'intelligence peuvent faire taire l'arrogance la plus bruyante, et que parfois, pour qu'une entreprise trouve son véritable éclat, il suffit que quelqu'un ait le courage de regarder ceux qui ont toujours été invisibles, d'écouter les voix qui n'étaient auparavant que des murmures, et ainsi de réécrire toute une histoire.